Exclu de la table familiale à l'anniversaire de ma cousine qui me méprisait, je me suis assis au bar. Mais à l'arrivée de l'addition, ma petite amie a poliment désigné leur table d'honneur, refusant de payer pour ceux qui m'avaient rejeté. Je m'appelle Pierre. J'ai 29 ans et j'ai toujours été le genre de gars qui fait profil bas et essaie de ne pas faire de vagues, surtout en famille. Non pas parce que je manque de courage, mais parce que dès que l'on formule la moindre critique, cela se transforme immédiatement en « Pourquoi rends-tu les choses embarrassantes ?» ou pire, « Tu sais comment est ta cousine, ignore-la. » Mais ignorer les choses ne fonctionne que jusqu'à un certain point. Et dans mon cas, ce point de rupture est survenu lors d'un banquet où j'ai appris en temps réel à quel point j'étais jetable pour des gens avec qui j'avais passé des années à essayer de maintenir la paix. Tout a commencé environ 2 mois avant le 25e anniversaire de ma cousine Chloé. C'est l'enfant chéri de la famille. Charmante, photogénique, toujours au centre de chaque photo de groupe. Vous voyez le genre. À chaque mariage ou réunion de famille, c'est elle qui se prépare au milieu de la maison pendant que le reste d'entre nous s'active en arrière-plan pour tout installer. En grandissant, nous n'avons jamais été très proches, principalement parce que j'étais le cousin discret, et elle m'a fait comprendre très tôt que je n'avais pas ma place dans le petit clan qu'elle essayait de créer au sein de la famille. Ma mère, que Dieu la bénisse, m'a pourtant toujours poussé à faire des efforts avec elle. J'ai essayé. Vraiment. Je suis allé à sa remise de diplôme alors que je travaillais le lendemain matin. J'ai aidé son frère à déménager quand aucun de ses amis ne s'est présenté. Je lui ai même prêté de l'argent une fois lorsqu'elle a perdu son emploi pendant quelques mois. Non pas qu'elle en ait reparlé un jour. Je ne m'y attendais pas, mais cela vous donne un certain recul lorsque la personne vous traite comme si vous étiez invisible par la suite. Quoi qu'il en soit, le banquet d'anniversaire de Chloé devait être un grand dîner chic dans l'un de ces restaurants où l'on découpe la viande à votre table et où l'on trouve de vraies serviettes en tissu au lieu de modèles en papier pliés en triangle. Ma tante, l'organisatrice et directrice des relations publiques officieuses de la famille, avait envoyé des invitations virtuelles qui semblaient conçues par un organisateur de mariage professionnel, tenue de soirée exigée, dîner offert. Venez célébrer notre étoile brillante, ou une autre formule tout aussi mielleuse. Je n'étais même pas sûr de vouloir y aller, mais ma petite amie Elodie m'y a poussé. Elle fait partie de ces personnes qui accordent toujours le bénéfice du doute aux autres. C'est probablement pour cela qu'elle est encore avec moi malgré tout le drame que génère ma famille. J'ai donc répondu oui avec un accompagnateur. J'ai même acheté une nouvelle chemise habillée parce qu'Elodie trouvait que mon habituel faisait trop enterrement et pas assez anniversaire. Nous sommes arrivés sur les lieux environ 15 minutes à l'avance, ce qui s'est avéré être une erreur de débutant, car la reine de la soirée n'était pas encore là. Il n'y avait que ma tante qui papillonnait autour des tables comme une organisatrice de mariage stressée. Dès qu'elle m'a vu, son visage s'est éclairé de ce sourire artificiel que les gens affichent lorsqu'ils ne s'attendaient pas à vous voir et doivent maintenant réorganiser quelque chose à la hâte. « Oh, Pierre » a-t-elle dit d'une voix qui est montée dans cette octave inconfortable que l'on utilise pour prétendre que tout va bien. « Je ne savais pas que tu venais accompagner. » Je l'avais indiqué sur l'invitation, ai-je répondu calmement en désignant Elodie à mes côtés. Voici Elodie. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 an. Elodie a souri et lui a tendu la main. Ma tante a hésité, puis lui a serré la main rapidement, comme si elle touchait quelque chose de collant. Ah, oui. Enchanté. Vous pouvez vous installer où vous voulez, le dîner commence bientôt. C'est là que j'ai remarqué la longue table rectangulaire au centre de la pièce, dressée avec des verres plus raffinés, des marque-places personnalisées et de petites roses blanches dans de minuscules vases. La table de la famille. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu les noms écrits en lettres dorées, Chloé, tante Maryse, oncle Didier, et même Thibaut, le petit ami de Chloé, alors que je savais pertinemment qu'il n'était là que depuis 6 mois. Mon nom n'y était pas. Celui d'Elodie non plus. En fait, il n'y avait aucune place supplémentaire. On s'installe là-bas, a demandé doucement Elodie en montrant les tables individuelles près du mur. J'allais acquiescer quand Chloé est entrée dans la pièce, vêtue d'une longue robe rouge digne d'une cérémonie de remise de prix. Ses yeux se sont posés sur moi et ses lèvres se sont étirées en ce sourire narquois que je connaissais depuis l'enfance. Elle s'est approchée, a fait un semblant de bise près de ma joue, puis s'est tournée vers Elodie avec un sourire forcé. « Et tu devais être l'accompagnatrice » a-t-elle dit, insistant juste assez sur le mot pour que cela blesse. « Elodie » a répondu ma petite amie, restant polie. Chloé s'est retournée vers moi. « Tellement contente que tu aies pu venir. »
Nous n'avions pas de marque-place pour toi à la table d'honneur, mais installez-vous où vous voulez. Nous avons essayé de restreindre cela à la famille proche, tu comprends. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et j'ai guidé Elodie vers une table pour deux nichés près du bar, aussi loin de l'animation qu'il était possible de l'être sans se retrouver physiquement dans la cuisine. Je n'étais pas encore en colère, juste embarrassé. Cette honte lente et sourde qui commence dans la poitrine et se propage jusqu'à ce que votre visage devienne brûlant, en vous demandant si quelqu'un d'autre l'a remarqué. Je ne voulais même pas regarder le reste de la pièce. Je me suis concentré sur Elodie, qui essayait de tirer le meilleur parti de la situation. C'est sympa ici, a-t-elle murmuré en dépliant sa serviette. On a une excellente vue sur le barman. J'ai ri, surtout parce que c'était plus facile que d'avouer à quel point je me sentais humilié. Pendant le service, j'ai remarqué que le serveur passait de table en table pour apporter les plats. Lorsqu'il est arrivé à la nôtre, il s'est arrêté. « Désolé », a-t-il dit avec un air confus. « Je voulais juste vérifier. Faites-vous partie du groupe de la famille ?» Avant que je ne puisse répondre, Elodie est intervenue avec un sourire calme, « Nous ne faisons pas partie de ce groupe. Ce sont eux. » Elle a désigné la table d'honneur du menton. Le serveur a regardé en arrière, a hoché la tête et nous a servi 2 assiettes de poulet grillé tout simple. Pas d'entrée, pas de choix de dessert comme les autres. C'était comme si nous étions au régime économique de la fête pendant que le reste des invités bénéficiaient de la formule premium. C'est là que j'ai vraiment commencé à réaliser. Je n'étais pas seulement assis à une autre table. Je n'étais pas seulement oublié. J'étais délibérément exclu. Après tout ce que j'avais fait, après des années à me plier en 4 pour cette famille, à me taire, à venir quand je n'en avais pas envie, j'étais traité comme si j'étais à peine un invité, comme si j'avais de la chance d'avoir une chaise. Mais le véritable coup de grâce n'est arrivé qu'à la toute fin de la soirée, au moment de l'addition. Le serveur est revenu avec un porte-addition en cuir et a demandé poliment, « À qui dois-je présenter ceci ?» Il se tenait juste devant moi. Chloé a levé les yeux de la table d'honneur, a vu le dossier dans sa main et n'a même pas scié. Avant que je ne puisse réagir, Elodie a doucement tendu le bras et a répété, « Oh, nous ne faisons pas partie de ce groupe. Ce sont eux qui reçoivent. » Son ton était toujours calme, mais il y avait une lueur d'acier dans son regard. Le serveur a paru surpris, a hoché la tête et s'est dirigé vers ma tante et Chloé, qui nous ont toutes deux jeté des regards furieux, comme si nous avions commis un acte de pure incivilité. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mais quelque chose en moi, quelque chose que je croyais endormi, a commencé à se réveiller doucement. Je n'ai pas beaucoup dormi après le banquet. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans ma tête. Chaque regard gêné, chaque parole méprisante, l'hésitation du serveur, le sourire de Chloé. Mais ce qui me hantait le plus n'était pas un moment précis. C'était le poids accumulé de tout ce que j'avais ignoré pendant des années. Toutes ces petites vexations dont je m'étais convaincu qu'elles ne valaient pas la peine d'en faire toute une histoire. Il s'avère qu'ignorer les coupures de papier ne les fait pas disparaître, on finit simplement par se vider de son sang sans s'en rendre compte. Elodie a essayé de me remonter le moral le lendemain. Elle a préparé le petit déjeuner, a fait quelques plaisanteries sur nos assiettes de prisonniers, et m'a dit qu'elle était fière que je sois resté digne. J'ai apprécié ses efforts, mais je suis resté silencieux. Pas froid, juste distant. Je n'étais plus en colère. Quelque chose de plus lourd s'était installé dans ma poitrine, de la clarté. Je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas oublier ce qui avait été dit. Et je ne pouvais plus continuer à prétendre que je faisais partie d'une famille qui ne me considérait que comme un bouche-trou pour sa liste d'invités. Mais la clarté est une arme à double tranchant. Une fois qu'on l'acquiert, on commence à voir des schémas partout. Par exemple, toutes les photos du banquet publiées sur Facebook montraient tout le monde identifié, sauf moi. Même Elodie l'était, mais pas moi. J'ai fixé l'une des photos pendant une bonne minute. On m'y voyait, flou à l'arrière-plan près du bar, tandis que tous les autres posaient avec de fausses coupes de champagne et de grands sourires à la table familiale. On aurait dit que j'avais gâché la photo d'un groupe d'inconnus. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas envoyé de message à Chloé. Je n'ai même pas aimé la publication. Mais j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis longtemps, j'ai commencé à prêter attention. Les semaines suivantes, j'ai remarqué à quel point ce genre de situation se reproduisait souvent. Pas seulement avec Chloé, mais avec toute ma famille élargie.
Dans chaque groupe de discussion familiale, j'étais soit ignoré, soit ajouté à la va-vite. Mon oncle a organisé un barbecue et a dit que c'était « juste entre cousins », mais il ne m'a pas invité. Ma tante a publié un souvenir de vacances avec tous les petits-enfants au lac de Caume un été, et elle m'avait complètement recadré hors de la photo. Quand j'ai envoyé un message à ma mère à ce sujet, elle m'a répondu « Ne le prends pas personnellement, Pierre. Tu sais comment ils sont. » Cette phrase, « Tu sais comment ils sont », je l'ai entendue toute ma vie. C'était l'excuse pour tout. La raison pour laquelle je devais continuellement ravaler mes sentiments. Tu sais comment ils sont, signifiait simplement que je n'avais pas le droit d'être contrarié, sous peine de passer pour le fauteur de troubles. Le point de rupture est survenu 2 semaines plus tard, lorsque ma mère m'a invité à dîner un dimanche chez elle. Elle m'avait dit que ce serait une petite réunion, juste en famille. Je me suis dit que ce serait agréable de passer du temps avec elle loin de l'influence des autres. Élodie, toujours aussi bienveillante, a accepté de m'accompagner. Nous sommes arrivés en avance et avons apporté le dessert. Élodie avait préparé une magnifique verrine étagée aux fruits rouges de saison qui semblait tout droit sortie d'une émission de cuisine. Ma mère semblait heureuse de nous voir. Elle m'a serré dans ses bras, a complimenté Élodie et nous a dit de faire comme chez nous. C'était normal, presque comme autrefois, avant que je ne sois assez grand pour remarquer la hiérarchie. Puis la sonnette a retenti, encore et encore. Au cours de la demi-heure suivante, Chloé, son petit ami Thibaut, oncle Didier, tante Marisée, bien sûr, mon cousin Robin sont arrivés. Robin, l'autre enfant gâté qui réussissait le tour de force d'être à la fois sans emploi et incroyablement condescendant. Un par un, ils sont entrés comme s'ils appartenaient à la royauté, arrivant élégamment en retard à leur propre gala. Ah, ai-je marmonné dans ma barbe. On repassera pour le petit comité. Élodie m'a pressé la main sous la table. Je sentais déjà l'orage gronder derrière son sourire poli. Le dîner a mal commencé. Ma mère avait disposé les places de façon à ce que Chloé et Robin soient assis l'un en face de l'autre, entourés de leurs parents respectifs, tandis qu'Élodie et moi étions de nouveau mis de côté. Pas à la table des enfants cette fois, mais clairement loin du centre d'attention. Les conversations fusaient au-dessus de nous comme si nous n'existions pas. Chloé parlait de son éventuel déménagement à Londres parce que Paris devient vraiment trop banal, et Robin se vantait d'une nouvelle application de crypto-monnaie pour laquelle il jouait le rôle de conseiller. Thibaut intervenait de temps à autre, généralement pour dire des choses comme « carrément » ou « c'est un truc de fou, mec », avant de se replonger dans son téléphone. Lorsqu'Élodie a essayé de poser une question innocente, du genre « comment s'appelle l'application ?» Robin l'a regardée comme si elle avait parlé sans y être autorisée et a marmonné « c'est plutôt confidentiel, ça ne t'intéresserait probablement pas. » J'ai vu Élodie scier 2 fois, poser sa fourchette et ne rien ajouter. J'ai eu un nœud à l'estomac. Ce n'était pas de la colère, pas encore, mais de la honte de l'avoir entraîné là-dedans, de lui faire subir le même traitement que j'endurais depuis des années sous prétexte que ce n'était pas si grave. Le dessert a été servi. Tout le monde s'est extasié devant le gâteau acheté en grande surface que ma tante avait apporté. Personne n'a touché à la verrine d'Élodie. Ma mère ne l'avait même pas posée sur la table principale, la laissant sur le plan de travail de la cuisine comme un plan de secours au cas où le dessert principal viendrait à manquer. Je crois que je vais la rapporter à la maison, m'a murmuré Élodie en essayant de sourire malgré tout. Après le dîner, les invités ont commencé à s'installer au salon. Je me suis levé pour débarrasser les assiettes, histoire de m'isoler un peu. Alors que je rinçais la vaisselle dans l'évier, j'ai entendu la voix de Chloé derrière moi. Elle parlait assez bas pour penser que je ne l'entendais pas, mais assez fort pour être audible si on y prêtait attention. Pierre amène toujours ses petites amies sérieuses qui s'imaginent déjà faire partie de la famille. Puis ils se séparent et on ne les revoit plus jamais. Mon cœur ne s'est pas serré, il s'est arrêté. Des rires ont suivi. Quelqu'un, peut-être Robin, a ajouté, il traite chaque fille comme si c'était la bonne. C'est un peu triste. Il ne chuchotait pas vraiment. Il ne se cachait même pas. Il disait cela tout naturellement. Comme si je n'étais pas seulement une plaisanterie pour eux, mais une plaisanterie prévisible. Je me suis retourné et mon regard a croisé celui d'Élodie, qui s'était figée à mi-chemin du salon avec 2 tasses de thé à la main. Elle avait tout entendu elle aussi. Nous n'avons rien dit. Je me suis approché, je lui ai pris une tasse des mains et j'ai dit « on s'en va ». Oh, a lancé ma mère depuis l'autre pièce. Vous n'êtes pas obligé de partir déjà.
Better voice was so low, anti of anything that made me believe she actually wanted us to stay. Elodie n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle est simplement montée dans la voiture, a fermé la portière et a poussé un long soupir contenu. Je me suis assis à côté d'elle, le regard fixé sur le tableau de bord. Pour une fois, je n'avais pas de mots. Puis elle a dit doucement, « Tu sais, je ne pensais pas dire ça un jour, mais je comprends maintenant. Je comprends enfin pourquoi tu as toujours un mouvement de recul quand on parle de famille. » C'est à ce moment précis que tout est devenu limpide. Toutes ces années à les défendre. Toutes ces fois où je m'étais dit, ils ne pensent pas à mal, c'est leur façon d'être, ou, au moins, c'est la famille. Cet instant a brisé la dernière corde à laquelle je me cramponnais par peur, me persuadant que l'effort en valait la peine. C'était fini. Fini d'attendre leur approbation. Fini de venir par culpabilité. Fini de les laisser définir ma place. Mais il s'avérait que je n'étais pas le seul à avoir tracé une ligne rouge. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message groupé de tante Maryse, « Bonjour à tous, juste un rappel, Chloé organise un second dîner d'anniversaire ce vendredi. En petit comité. Nous n'invitons que la vraie famille cette fois. Pas d'accompagnateur s'il vous plaît. Merci. » Le message était adressé à tout le monde, y compris à moi. 1 minute plus tard, Elodie s'est penchée vers moi depuis son côté du canapé pour me montrer son téléphone. Chloé lui avait envoyé un message privé, « Coucou, rien de personnel, on essaie juste de faire un truc intime. J'espère que tu comprends. » J'ai fixé ces 2 messages pendant un long moment, et c'est là que j'ai compris. Il ne m'excluait pas seulement. Il s'attendait à ce que je vienne quand même, seul, pour m'asseoir sagement dans mon coin, comme une doublure docile dont il pourrait se moquer en douce puis utiliser pour remplir une chaise vide si besoin. Il ne le savait pas encore, mais cette fois-ci, j'écoutais attentivement. Je n'ai pas répondu. Ni au message groupé de tante Maryse, ni à l'invitation privée de Chloé, ni même à ma mère lorsqu'elle m'a appelé 2 jours plus tard pour me demander pourquoi je n'avais pas confirmé. J'ai simplement laissé planer le doute. Un silence numérique qu'ils ne comprendraient pas. Pour des gens si obsédés par les apparences et la hiérarchie, le silence était un chaos insupportable, et je n'avais pas l'intention de leur accorder de tranquillité. Le soir de ce dîner intime, je suis resté à la maison avec Elodie. Nous avons commandé de la cuisine thaïlandaise, regardé une comédie passable et évité de parler du sujet. Enfin, pas directement, mais chaque éclat de rire légèrement décalé et chaque regard appuyé disait exactement ce que nous pensions. Ce n'était pas un affront isolé. C'était un schéma que j'avais laissé s'installer, et j'étais enfin en train d'en arracher les racines. Mais arracher les racines fait plus mal qu'on ne le pense. Le lendemain du dîner, j'ai ouvert Facebook et j'ai vu les photos, car bien sûr, il y avait des photos. Chloé dans une robe en soie posant avec ses parents, son frère, ma mère, mes oncles. Au centre de chaque cliché, comme une mariée. Ma place, s'il y en avait jamais eu une, n'était même pas vacante. Elle était occupée par la nouvelle petite amie de Robin, une fille qu'il fréquentait depuis à peine 2 semaines. Elle avait un marque-place, un menu personnalisé et une légende sous la photo qui disait « La famille, c'est tout ce qui compte ». J'aimerais pouvoir dire que j'ai ressenti de la rage, que j'ai cassé quelque chose ou que je les ai tous supprimés de mes réseaux sociaux dans un élan dramatique, mais non. J'ai simplement fermé l'application, éteint mon téléphone et je me suis assis en silence sur le bord du lit pendant qu'Elodie se brossait les cheveux devant le miroir. Après un moment, elle m'a regardé, « Ça va ?» Je ne savais pas quoi répondre. « Ça va ?» ai-je dit par réflexe. Elle a hoché la tête puis a ajouté, « Tu sais, ça va n'est pas une ligne d'arrivée. » Et cela a brisé quelque chose en moi, parce qu'elle avait parfaitement raison. Pendant des années, j'avais traité le fait que « ça va » comme un succès. Comme si, du moment que je parvenais à traverser un événement sans faire de vagues, sans trop m'énerver ou sans passer pour un fardeau, cela signifiait que je gagnais, que je gérais ma vie correctement. Mais ce « ça va » me rongeait à petit feu. Lentement, silencieusement, comme une fuite sous les lattes du plancher qu'on ne remarque que lorsque toute la structure est pourrie. Alors, le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai pris une douche, je me suis rasé et j'ai noté 3 choses que je repoussais depuis des mois. Rien de révolutionnaire, juste de petites étapes, m'inscrire au cours de photographie que j'avais mis en favori 1 an auparavant, appeler la salle de sport près de chez moi et enfin réparer le robinet de la cuisine qui fuyait et faisait ce bruit agaçant toutes les 5 secondes. Ce n'était pas encore de la vengeance,
mais c'était la première pierre du mur que je devais ériger entre eux et moi. Cette semaine-là, je suis allé 2 fois à la salle de sport. Le simple fait d'y entrer m'a semblé irréel. Je n'avais pas fait de sport régulièrement depuis la fac. J'ai expliqué au réceptionniste que je cherchais à reprendre une routine, et il m'a mis en contact avec un entraîneur nommé Mathieu, qui avait l'air de pouvoir soulever un camion mais parlait avec la douceur d'un animateur de colonie de vacances. Ne cherche pas à être un héros, m'a-t-il conseillé. Commence par ce que tu peux faire régulièrement. La discipline passe avant l'ego. Cette phrase m'est restée. Après la 3e séance, j'ai recommencé à mieux dormir. Mes épaules me faisaient mal de cette bonne fatigue saine. Le robinet de la cuisine a cessé de fuir après que j'ai enfin sorti une clé à molette dont j'ignorais l'existence. Et le cours de photographie s'est avéré être la meilleure décision que j'ai prise depuis des années. C'était un petit groupe de 8 personnes qui se réunissaient chaque samedi matin dans un ancien entrepôt réaménagé, baigné de lumière naturelle, avec du café à volonté. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais au début, mais j'aimais la sensation de l'appareil entre mes mains. C'était comme si je cadrais le monde selon mes propres règles. Comme si je pouvais me concentrer sur une seule chose en occultant tout le reste. L'instructeur, Lionel, était un homme d'un certain âge aux cheveux ébouriffés, doté d'une voix digne d'un documentaire animalier. Il ne ménageait pas ses élèves, donnant des retours francs et directs. Mais après notre 2e exercice, il s'est arrêté devant l'un de mes clichés. « Tu as un bon coup d'œil », a-t-il dit. Et la façon dont il l'a dit, simplement, honnêtement, sans aucune attente derrière, m'a presque bouleversé. C'était probablement la première fois depuis bien longtemps que quelqu'un me voyait pour ce que j'étais, et non pour la place que je devais occuper ou libérer sur une photo de famille. J'ai commencé à arriver en avance, à repartir tard, à proposer mon aide pour tout installer. Je ne cherchais pas à devenir un artiste de renommée mondiale. J'aimais simplement le rythme de cette activité, la satisfaction tranquille de capturer un instant de vérité. Un matin, après le cours, Élodie et moi sommes allés prendre un café. Elle m'a demandé si j'envisageais de partager mes photos en ligne. J'ai hésité, puis j'ai dit pourquoi pas. Ce soir-là, elle m'a aidé à concevoir un site portfolio très simple. J'y ai publié quelques-uns de mes clichés préférés, des vues du centre-ville au coucher du soleil, un portrait sur le vif d'un musicien de rue absorbé par sa mélodie, et une photo d'Élodie éclatant de rire, une pointe de crème fouettée sur le nez en tenant sa tasse de café. Le lendemain, j'ai reçu mon tout premier message via le site. C'était un magazine local qui me demandait l'autorisation d'utiliser l'une de mes photos pour une série de portraits de la ville. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Je n'allais plus seulement, bien, je commençais enfin à vivre. Mais le problème avec le succès, c'est que les gens s'en rendent compte, surtout ceux qui vous préféraient quand vous étiez insignifiant. Cela a commencé par un message de ma mère, « J'ai vu tes photos. Tellement fier de toi. » Puis un autre, « Chloé cherche quelqu'un pour faire des photos pour son blog de mode. Vous pourriez peut-être collaborer. » J'ai contemplé le message pendant un long moment. Non pas parce que je ne savais pas quoi répondre, mais parce que, pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir de choisir d'y répondre ou non. Je n'ai pas réagi tout de suite. À la place, j'ai transféré le message à Élodie avec un simple mot, « Qu'en penses-tu » Elle a répondu presque instantanément, « Tu le sais déjà. » Et elle avait raison. Une semaine est passée, puis 2. D'autres courriels sont arrivés, de petites opportunités pour réaliser des portraits ou couvrir des événements. Je ne quittais pas mon emploi pour autant, mais je commençais à consacrer un vrai temps à la photographie. Des gens me payaient pour mes créations. Non pas parce que j'étais de leur famille, non pas pour me faire une fleur, mais parce que j'avais du talent. Malgré tout, les messages de ma mère continuaient d'arriver, « Ton oncle fête ses 60 ans le mois prochain. Dîner de famille. Tu es invité, tu peux amener Élodie. » Suivi de « Cela ferait tellement plaisir à tout le monde si tu venais. Et enfin, s'il te plaît, ne nous rejette pas. » Ce dernier message m'a touché différemment. Elle ne se contentait plus de m'inviter, elle me demandait d'oublier. D'oublier la table d'honneur, le sourire narquois, les moqueries, les marque-places invisibles, la façon dont ils avaient ri dans mon dos avant de réclamer ma présence comme si je leur devais quelque chose. Mais je n'avais aucune envie d'oublier. Je voulais me souvenir, pour ne plus jamais laisser une telle chose se reproduire. Élodie et moi en avons discuté à plusieurs reprises. Je ne voulais pas l'entraîner à nouveau dans leurs histoires.
Mais elle m'a dit une phrase qui est restée gravée en moi, tu n'es pas obligé de couper les ponts, mais tu n'es pas obligé de les traverser non plus. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai envoyé un message poli et court pour décliner l'invitation, en souhaitant un joyeux anniversaire à mon oncle et en expliquant que nous avions d'autres projets. Et devinez quoi? La Terre n'a pas cessé de tourner. Personne ne s'est présenté à ma porte pour exiger des explications. Aucun appel furieux, juste le silence. Mais ce n'était pas un silence vide cette fois-ci. C'était un silence paisible. Au milieu de l'automne, j'avais trouvé mon rythme. Des séances de photos certains week-ends, du sport 2 fois par semaine, des soirées en amoureux hebdomadaires avec Elodie. J'ai même commencé à tenir un journal. Rien de très philosophique, juste de brèves pensées en fin de journée, ce dont j'étais reconnaissant, ce que je voulais accomplir, ce que j'apprenais sur moi-même. Et au milieu de tout cela, j'ai eu un déclic. Je n'étais pas en train de construire une nouvelle version de moi-même. Je découvrais simplement celle qui avait toujours été là. Celle qui n'avait pas peur d'être vue. Celle qui n'avait pas besoin de permission pour se sentir digne d'intérêt. Mais je mentirais si je disais que je ne pensais plus jamais à eux. À Chloé, à Robin, à ma mère. À toutes ces années passées à me rabaisser pour entrer dans leur cadre. À tous ces anniversaires, dîners et messages qui clamaient « Nous sommes une famille », mais voulaient surtout dire « Reste à ta place ». Et plus j'y pensais, plus une évidence s'imposait, il ne s'était pas seulement montré irrespectueux envers moi. Il m'avait sous-estimé. Il pensait que je resterais toujours silencieux, que j'accourrais au moindre appel, que j'encaisserais les affronts avec un sourire soumis. Il se trompait. En y repensant, je crois qu'une partie de moi avait toujours espéré une rupture nette. Qu'une fois que j'aurais commencé à construire quelque chose par moi-même, loin des humiliations et des faux sourires, je me sentirais enfin libre. Mais la guérison ne fonctionne pas ainsi. Surtout lorsque les personnes dont vous essayez de guérir recommencent à frapper à votre porte. Non pas parce que vous leur manquez, mais parce qu'elles ont réalisé que vous pouviez leur être utile. Tout a commencé par un autre message de ma mère, « Est-ce que tu fais toujours de la photo ?» Chloé aurait besoin de portraits professionnels pour son nouveau site internet. Ce serait une belle occasion de reprendre contact. Ce mot, reprendre contact. Comme s'il s'était agi d'un simple malentendu. Comme si je n'avais pas été exclu, moqué et méprisé en face. Juste un petit accroc dans notre dynamique familiale pourtant si parfaite. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, j'ai reçu un appel de tante Maryse. J'ai laissé sonner. Puis un message est arrivé, nous t'avons toujours soutenu. Je pense que ce serait vraiment salvateur pour toute la famille si tu aidais Chloé. Elle est soumise à beaucoup de pression et elle a besoin de quelqu'un de confiance. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas une réponse, juste mes pensées, mes sentiments, tout ce que j'avais ravalé pendant des années. J'ai écrit sur la table d'honneur, sur les remarques, sur la façon dont Elodie avait été traitée. J'ai écrit sur le fait de grandir dans une famille qui ne vous remarque que lorsque cela l'arrange, et sur le fait que le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Cela a fini par faire 5 pages. À un moment donné, Elodie est entrée et m'a vu pencher sur mon clavier. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Je crois que je rédige mon manifeste. Elle a souri, mais son regard est resté sérieux. Pourquoi faire? Et je lui ai dit la vérité, pour moi. Et peut-être pour eux, un jour. Parce que je savais quelque chose désormais. Ils ne m'avaient pas seulement rejeté, ils m'avaient conditionné. Conditionné à croire que je devais mériter leur affection. Que l'attention était la récompense de la soumission. Que le mieux que je pouvais espérer était de la tolérance. Mais ils avaient fait une erreur, ils m'avaient laissé le temps de grandir sans eux. Et j'avais bien mis ce temps à profit. En octobre, j'ai décroché mon premier contrat d'entreprise, une séance de portrait professionnel pour une start-up locale. Ce n'était pas extrêmement glamour, mais c'était bien payé et cela m'a permis d'être recommandé à leur responsable événementiel. 2 semaines plus tard, j'étais engagé pour couvrir leur séminaire d'entreprise. Mes photos ont été publiées sur leur site, et d'un coup, j'ai commencé à être visible aux yeux de bien plus de monde qu'auparavant. J'ai investi dans un meilleur appareil, du matériel d'éclairage plus performant et j'ai suivi un cours de gestion le week-end pour mieux comprendre les contrats et les tarifs. Lentement, la donne a changé.
Ce n'était plus seulement un passe-temps. Je construisais un véritable levier d'influence, car désormais, lorsque les gens cherchaient « photographe professionnel » dans notre région sur Google, mon nom apparaissait en tête. Mon compte Instagram a grandi, mes clients ont commencé à m'identifier sur leurs publications, et un jour, j'ai découvert dans ma boîte de réception un message de nulle autre personne que Thibaut. « Salut l'ami, Chloé m'a dit que tu faisais de la photo. On travaille sur le lancement d'une marque, on aurait besoin de visuels esthétiques. Tiens-moi au courant. » Pas de bonjour chaleureux, pas de contexte, aucune allusion à ce qui s'était passé. Juste l'évidente certitude que je viendrais travailler pour eux comme un cousin dévoué. C'est là que j'ai réalisé. Ils n'avaient pas changé, mais moi, oui. Et j'allais m'en servir non pas pour crier, ni pour déverser ma colère ou leur servir le grand discours dramatique que j'avais répété tant de fois sous la douche. Non, cette fois-ci, j'allais jouer à leur propre jeu, mais en y étant bien meilleur. La première étape a été simple. J'ai répondu à Thibaut, « Salut, ça a l'air sympa. Avec plaisir pour en discuter. Envoie-moi les détails du projet. » Il a répondu très vite, expliquant que Chloé lançait un blog de mode de vie et cherchait des photos soignées, des prises de vue en studio, des images sur le vif et du contenu mis en scène pour les réseaux sociaux. Elle avait un tableau d'inspiration, une palette de couleurs et même une liste de lectures musicales pour l'ambiance. C'était tout à fait elle. Ils n'ont pas demandé mes tarifs ni mes disponibilités, supposant sans doute que je ferais cela gratuitement. J'ai donc envoyé un catalogue PDF de mes prestations ainsi qu'un message professionnel court accompagné de ma grille tarifaire standard. Il y a eu un blanc. 3 jours ont passé. Puis, j'ai reçu un message de ma mère, « Est-ce qu'il y aurait moyen de leur faire une fleur ? Chloé essaie de lancer son activité. Ce n'est pas une question d'argent. » Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. 2 jours plus tard, Thibaut m'a écrit à nouveau, « On a un budget serré pour l'instant, mais on peut t'offrir de la visibilité en échange. Chloé a une bonne communauté, ça pourrait t'aider. » La visibilité. Ce mot magique qu'on sort toujours lorsqu'on refuse de vous payer. C'est là que j'ai compris que cette histoire de séance photo était l'occasion rêvée. Ce soir-là, j'ai créé une nouvelle formule sur mon site. Je l'ai baptisée, la formule Prestige. Je ne l'ai pas nommée d'après Chloé, bien sûr, mais je l'ai conçue en pensant à elle, une journée complète de shooting, plusieurs changements de tenue, des conseils en images de marque, des retouches poussées et une livraison rapide. C'était cher, mais le prix était pleinement justifié. J'ai publié la formule sur mon site internet, soigné la mise en page et fait un peu de promotion sur Instagram en utilisant mes précédents travaux. C'était impeccable, professionnel et luxueux. En 2 semaines, j'ai reçu 3 demandes de créateurs de contenu sérieux. Et puis, comme je l'espérais, Chloé m'a contacté directement. « Coucou, j'ai vu ta formule Prestige, c'est exactement ce qu'il me faut. Tu fais un tarif famille ou quelque chose du genre ?» J'ai pris une profonde respiration et j'ai répondu, « Salut, j'aimerais beaucoup travailler avec toi, mais cette formule demande énormément de temps de préparation. Comme c'est toi, je peux t'offrir les frais de livraison rapide. Pour le reste, les tarifs restent inchangés. » Elle a répondu presque immédiatement, « Sérieusement ? Aucune autre famille ne me ferait payer le plein tarif. » Tu as raison, ai-je pensé. Mais aucune autre famille ne me traiterait comme si je n'en faisais pas partie. Elle n'a plus répondu après cela. Mais je n'en avais pas fini. Lors du cours de photographie suivant, j'ai pris Lionel à part pour lui parler d'un projet d'exposition. Rien d'immense, juste une série sur le thème de l'identité, la façon dont les gens se perçoivent par rapport à la façon dont le monde les voit. Il a adoré l'idée. J'ai donc commencé à rassembler mes clichés. Certains portraits étaient dramatiques, d'autres plus subtils. J'ai interrogé mes sujets, recueilli leurs témoignages pour accompagner les images de courtes légendes. J'ai travaillé les soirs et les week-ends, géré la mise en page moi-même et réservé un espace dans une petite coopérative artistique locale. J'ai intitulé l'exposition « Ligne floue ». Et l'une des pièces maîtresses était cette photo d'Élodie prise sur le vif, assise à la petite table près du bar, son assiette devant elle, avec en arrière-plan le flou des rires d'un groupe qui ne la remarquait pas. Elle regardait droit vers l'objectif, exclamait d'une dignité tranquille. En dessous, la légende indiquait simplement « Nous ne faisons pas partie de ce groupe. Ce sont eux. » Je n'ai pas invité ma famille au vernissage. J'ai invité tous les autres, mes clients, mes pairs photographes,
les amis d'Élodie, des personnes rencontrées lors de shootings et des abonnés qui suivaient mon travail en ligne. La galerie était comble. À la moitié de la soirée, alors que je discutais avec une journaliste locale qui rédigeait un article sur l'événement, je les ai aperçus, Chloé, tante Maryse et ma mère, debout près de l'entrée, regardant autour d'elles comme si elles n'étaient pas à leur place. Pour une fois, c'était le cas. Elles n'étaient pas le centre de l'attention. Elles n'étaient pas les stars de la soirée. Elles n'étaient que de simples visiteuses. Et moi, j'étais celui qui tenait l'appareil. Elles sont venues me voir après mon discours. Ma mère m'a serré très fort dans ses bras. Tante Maryse a dit, « C'est magnifique, Pierre. Tu nous as vraiment surpris. » Et Chloé a fixé la photo d'Élodie pendant un long moment avant de demander, « Ça vient du banquet ?» J'ai hoché la tête. Oui, je m'entraînais à composer mes plans ce soir-là. J'ai pris ça par hasard. Elle a laissé échapper un court rire gêné. Eh bien, tu as du talent. On pourra peut-être encore travailler ensemble un de ces jours. J'ai souri. Peut-être. Mais nous savions tous les deux que cela n'arriverait pas. L'exposition a duré 3 semaines. Chaque soir d'ouverture, de nouvelles personnes s'arrêtaient pour me dire à quel point ces photos leur parlaient, comment elles y retrouvaient leur propre histoire. Certains étaient émus aux larmes, d'autres restaient simplement silencieux devant les portraits, lisant les citations avant de me jeter un regard chargé de respect et de reconnaissance. Je n'étais plus Pierre, le cousin effacé qui attendait près du bar. J'étais l'artiste, le conteur, et pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas à me faire tout petit pour entrer dans un cadre dessiné par d'autres. L'article de presse est paru la semaine suivante. C'était une page entière intitulée « L'homme derrière le flou, trouver la clarté à travers l'objectif ». Il y était question de mon travail, de mon parcours et du message de l'exposition sur la nécessité de se réapproprier sa voix et son identité, même lorsque vos proches tentent de vous effacer. L'article ne citait aucun nom, mais n'importe quel membre de ma famille qui le lisait comprenait immédiatement de qui il s'agissait. C'est à ce moment-là que les tensions ont éclaté. Cela a commencé par un message glacial de tante Maryse, « J'ai vu l'article. Tu penses vraiment qu'exposer des affaires de famille en public est convenable ?» Je n'ai pas répondu. Puis il y a eu la publication Facebook. Chloé, passée maîtresse dans l'art de l'agression passive, a écrit une longue tirade sous une photo d'elle et de Robin en plein brunch. Certaines personnes ont besoin de rabaisser les autres pour se souvenir de leur existence. Mais ceux d'entre nous qui savent qui ils sont n'ont pas besoin de riposter. Nous continuons simplement de briller indifférentes, la famille sait pour toujours. Les commentaires étaient un mélange de soutien hypocrite et de curiosité, avec quelques tantes éloignées qui écrivaient « Bravo ma belle, ignore les jaloux ». Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas réagi à la publication, je n'ai pas regardé ses stories. J'ai simplement attendu. Car le secret d'une véritable revanche réside dans le silence. Et le mien était désormais assez assourdissant pour raisonner. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel d'une agence de communication régionale. Il travaillait sur une campagne de promotion touristique pour notre région et avait vu mes photos dans le bulletin culturel local. Il souhaitait me confier la direction artistique visuelle de tout le projet, portraits, paysages, scènes de rue à la volée. C'était le contrat le mieux payé de toute ma carrière. J'ai signé le contrat 2 jours plus tard. J'ai également embauché une assistante, Élodie. Elle avait quitté son emploi 2 mois plus tôt, fatiguée par les logiques d'entreprise et usée par le fait d'être constamment ignorée en réunion. Nous avions souvent plaisanté à l'idée de travailler ensemble, mais cette fois-ci, c'était concret. Elle avait un sens inné du contact humain et un esprit d'organisation bien plus affûté que le mien. Ensemble, nous avons planifié les itinéraires, calé les horaires de prise de vue selon la lumière et organisé des séances avec des commerçants et artistes locaux. Et puis, parce que la vie ne manque pas d'ironie, j'ai reçu un message privé de Chloé, « Coucou, avec Thibaut on lance une boutique en ligne et on aimerait beaucoup faire une campagne de pub. Je sais qu'on n'a pas réussi à s'entendre la dernière fois, mais on est prêt à travailler de manière professionnelle. Quelles sont tes disponibilités ? » C'était comme si de rien n'était. Comme si les mois de silence, les pics, l'exclusion et les sourires hypocrites du vernissage n'avaient jamais existé. Tout cela s'effaçait simplement parce que j'étais devenu quelqu'un dont elle avait besoin. J'ai commencé à taper une réponse, je l'ai effacée, j'en ai écrit une autre, que j'ai effacée aussi. Puis je suis allé sur mon site, j'ai créé une page explicative listant avec courtoisie les profils de clients incompatibles avec mon travail, ceux qui souhaitent payer en visibilité,
ceux qui justifient des comportements déplacés sous couvert de liens familiaux. Ou ceux qui ne reprennent contact qu'une fois le succès au rendez-vous. J'ai pris une capture d'écran de cette page et je la lui ai envoyée avec un simple message, « Merci d'avoir pensé à moi. Je suis complet pour toute l'année. » Elle n'a pas répondu. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle m'a alors envoyé un SMS, « Je ne te reconnais plus. Tu as changé. » Elle avait raison. J'avais changé. J'avais cessé de m'excuser d'être différent. J'avais arrêté de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. J'avais cessé d'attendre leur approbation. Et ce faisant, j'étais devenu quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus contrôler. La conclusion de cette histoire ne s'est pas faite sur un coup d'éclat, mais par une lente émancipation. Mon oncle a tenté de m'engager pour couvrir la soirée de fin d'année de son entreprise. Je lui ai proposé mes tarifs habituels sans réduction. Il a hésité, j'ai tenu bon, et il a fini par choisir un autre photographe. Les photos étaient correctes, mais elles n'avaient pas ma touche. La petite amie de Robin m'a contacté via l'adresse professionnelle de sa marque pour une proposition de collaboration. Je lui ai répondu poliment pour décliner, puis je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Une amie de la famille a croisé Elodie au marché et lui a demandé, « Pierre est fâché contre tout le monde ?» Elle a simplement souri et répondu, « Non, il a juste arrêté de faire semblant. » Le mot a circulé. Lors de la réunion de famille suivante, pour les fiançailles d'un cousin, je n'ai pas été invité. À la place, Elodie et moi sommes partis faire une randonnée en montagne. J'y ai pris de magnifiques clichés du coucher de soleil sur la vallée. J'ai publié l'une de ces photos plus tard dans la soirée avec pour seule légende, parfois, la plus belle vue s'offre à nous après la plus difficile des ascensions. L'image a cartonné. Des centaines de mentions, j'aime, des dizaines de commentaires, dont un provenant d'une influenceuse mode très suivie qui m'a proposé une collaboration. Ce projet en a amené d'autres, puis un reportage de plus grande envergure. Pendant ce temps, ma famille observait de loin, essayant de comprendre comment j'étais passé du simple accompagnateur légué au bar à l'homme que tout le monde s'arrachait. La vérité, c'est que je n'avais pas changé de nature, j'avais simplement refusé de les laisser la définir. Quelques mois plus tard, Elodie et moi avons organisé notre propre dîner. Rien de formel, un simple barbecue dans le jardin avec nos amis, des clients devenus proches, quelques voisins. Le genre de rassemblement où l'on se sent vraiment chez soi, même sans partager le même nom de famille. Je suis sorti sur la terrasse, un verre à la main, pour contempler les guirlandes lumineuses au-dessus de la table. Les gens riaient, de la musique passait en fond. J'ai ressenti une paix profonde, un sentiment d'appartenance authentique, libéré de toute culpabilité ou obligation. Elodie m'a rejoint, a glissé sa main dans la mienne et m'a murmuré, « Tu sais qui le regarde ?» Je l'ai regardé, surpris. Elle a fait un geste vers son téléphone posé sur la table, « Chloé a regardé ma story 2 fois. Ta mère aussi. » J'ai souri, j'ai levé mon verre et j'ai murmuré à mon tour, « Qu'elle regarde. » Parce qu'elles avaient besoin de voir cela. Non pas par méchanceté ou par cruauté, mais parce que parfois, la plus belle des revanches n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, c'est de se prouver à soi-même qu'on n'a jamais été brisé. On était simplement entouré de personnes incapables d'aimer ce qu'elles ne pouvaient contrôler. Désormais, elles devaient m'observer de loin, car je n'étais plus leur faire valoir. J'étais le cœur de ma propre vie.